Bon, Bezrat Hashem, il y a un gros problème technique. Dès qu'on vient à Eli, le signal il est très très faible. Bon, alors, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, ce soir le cours, il sera dédié à la guérison de tous nos malades, l'élévation de l'âme de tous nos défunts, la réussite de tout à chacun. Récemment, j'ai eu des demandes de plusieurs jeunes femmes qui ont du mal à avoir des enfants, que Dieu fasse par le mérite de ces cours qu'elles puissent tomber enceintes. D'accord, des jeunes femmes mariées. Et celles qui ne sont pas encore mariées, et ceux qui ne sont pas encore mariés, tous nos célibataires qui puissent se marier. Et tomber sur le véritable zivoug, Nashamaim, Bezrat Hashem. Nashamaim. Alors, on va faire un cours ce soir sur les adolescents. Moi, ça me fait sourire, mais c'est entre guillemets. Quel âge un adolescent? C'est une excellente question. Jusqu'à quel âge c'est la crise d'adolescence? Ça, c'est une bonne question. Mais bon, Bezrat Hashem. On voit dans Michelet qu'il est rapporté là-bas Hanor, Lanar, et puis Darko. D'accord? Tout le monde la connaît, cette histoire. Baruch Hashem. Et on voit tout simplement qu'il est rapporté que l'importance de l'éducation de nos enfants, elle est primordiale, surtout dans le judaïsme. Maintenant, le problème que l'on a, c'est que Chachamim nous rapporte dans la Gemara, dans Meseret Kiddushin, que chaque enfant, par rapport au verset de Shlomo Ameler, il doit être éduqué selon son propre chemin. Le Malbim, sur ce verset, a un commentaire qui est très juste, qui est le suivant. Il s'agit de dire tout simplement que chaque être humain dans ce monde est totalement différent l'un de l'autre. D'accord? Totalement différent. Chaque personne fonctionne d'une façon différente. Chaque personne a ses plus et ses moins, ses qualités, ses défauts. De ce fait, quand on a dans une maison différents enfants, chaque enfant est différent l'un de l'autre. On ne peut pas avoir une éducation globale qui va convenir à chacun de nos enfants. Donc, alors après, il y a une chose très simple. Le Rav Shalom Dovber, d'accord, qui était un des admourim de Lubavitch, il rapporte un conseil très simple. Et c'est de dire le suivant. Un enfant, il doit être éduqué avec la main droite et avec la main gauche. Au départ, je vous dis ça, les gens dans leur tête, ils disent quoi? On lui met une claque là et là? Deux claques? La main droite, la main gauche? Non, c'est pas du tout ça. Alors tout le monde le sait, Baruch Hashem, que la main droite représente la miséricorde et la main gauche représente le din. Dans la Gemara, dans le Talmud, il est rapporté que la droite rapproche et que la gauche repousse. Ça veut dire quoi exactement? Simplement qu'un enfant, quoi qu'il arrive, c'est clair, ça va de soi, c'est un pléonasme de le dire, mais un enfant, il a besoin d'amour. Premièrement, il faut l'aimer. Maintenant, c'est quoi aimer réellement un enfant? Ouais. Parce qu'après, quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence, ok? Et quand je vous dis l'âge de l'adolescence, les générations actuelles, elles sont de plus en plus précoces, parce qu'elles ont affaire à de plus en plus d'informations. Donc, ils savent certaines choses qu'ils ne sont pas censés savoir à leur âge, par rapport à l'éducation que veut le judaïsme que l'on donne à nos enfants. D'accord? Et différents points, et par rapport aux générations précédentes. Aujourd'hui, les enfants sont avertis de certaines choses beaucoup plus tôt que d'autres, par rapport aux générations précédentes. Donc que faire maintenant, quand on a des enfants maintenant qui se prennent déjà pour des adultes, qui pensent tout savoir, qui pensent pouvoir tout apprendre, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on a une faculté d'accéder à l'information comme jamais, et d'apprendre très vite beaucoup de choses. Alors il y a des informations qui sont réelles, qui sont bonnes, et d'autres informations qui peuvent parfois être rédigées par des personnes qui manquent de connaissances globales dans le sujet dans lequel elles veulent rédiger des articles ou nous mettre au courant de certaines choses, etc. Donc ça peut parfois nous jouer des tours et nous mener vers des voies sans issue. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que un enfant, il a besoin d'amour. Mais c'est quoi avoir de l'amour pour son enfant? C'est quoi? C'est lui dire oui tout le temps? Aujourd'hui, on a des adolescents qui nous font du chantage, un véritable chantage, d'accord, affectif. C'est-à-dire s'ils n'ont pas ce qu'ils obtiennent, d'un seul coup, ils sont en crise, ils vont pas bien, ils veulent s'isoler dans leur chambre, ils veulent pas parler, etc., etc. Mis à part les crises même, les crises existentielles.
c'est quoi l'adolescence? C'est l'âge auquel un enfant comprend qu'il est en train de laisser derrière lui son enfance, qui rentre à l'âge adulte, mais encore très jeune, c'est la jeunesse, d'accord, de l'adulte, qui vient devant lui, donc adolescent. Ado, c'est adulte. Les ans, c'est un enfant encore. D'accord, il est entre les deux, donc il est entre deux étapes de sa vie. Et là, il y a plein d'angoisses, il y a plein de questions qu'il a le droit de se poser, qui sont légitimes. D'accord. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'on vit dans une société aujourd'hui où il y a un schéma, un modèle parfait, selon lequel une personne qui est appelée à réussir sa vie, c'est une personne qui va avoir ses diplômes, qui va passer son bac, qui va avoir ses diplômes, qui va avoir une situation, qui va gagner sa vie, etc., etc. Ce matin, je donnais un cours à Natania, et justement là-bas, je leur expliquais une chose qui était très simple et très vraie, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes, lorsqu'ils voient le marché du travail qui est en train d'évoluer tel qu'il est en train d'évoluer, aujourd'hui avec les nouvelles technologies, etc., le monde du travail a totalement changé. Aujourd'hui, on est confronté à un monde où on produit beaucoup moins de produits bruts qu'auparavant. On ne produit rien. On a beaucoup de sociétés de services où on vend des compétences aujourd'hui. On vend du service aux gens. D'accord? Et nous-mêmes, on doit savoir comment s'insérer dans ce marché-là du travail. Très compliqué. Très compliqué. Il faut comment il est là-dedans. Donc il a sa crise existentielle, etc. Donc tout simplement, il y a des parents qui font l'erreur de se dire on va l'encourager pour qu'il réussisse à l'école. Et à partir de ce moment-là, tant qu'il réussit à l'école, tout va bien. S'il y a le moindre problème à l'école, tout va mal. Et là, cet enfant, il se sent ni compris, ni aimé. Alors qu'on cherche forcément, on dit il faut communiquer avec un enfant, c'est important à l'âge de l'adolescence de rester de pouvoir avoir une communication ouverte avec nos enfants, etc. etc. Pour ne pas perdre l'enfant, pour qu'il ne s'enferme pas dans le fameux mutisme de l'adolescent où il ne dit pas tout, il ne dévoile pas tout. Il a besoin de son jardin secret, il a besoin de s'isoler, il a besoin. Donc on nous dit voilà, il y a des solutions à cela. Alors qu'en réalité, il est tout à fait légitime et tout à fait normal et naturel qu'arrivé à l'âge de l'adolescence, un enfant ait besoin d'avoir son jardin secret. Qu'il ait besoin d'avoir ces moments d'isolement, ces moments où il peut se remettre lui-même en question. Dans la Chassidut de Breslev, le principe c'est le suivant, c'est l'aïd des doutes. Je prends un petit moment, je m'isole, je me remets en question et je parle avec mon créateur pour chercher à me remettre en question. Un enfant qui arrive à l'âge de l'adolescence, il se remet totalement en question, il a besoin de ces moments-là pour se remettre en question, ou alors tout simplement pavoiser, c'est-à-dire avoir du temps pour avoir la possibilité d'avoir l'esprit libre et de se libérer de toute cette pression qu'il a autour de lui. La pression suivante, la réussite sociale, la réussite des diplômes, la réussite de s'intégrer dans le groupe. Quand ils vont à l'école, il y a une classe, il y a un groupe. Alors parfois, notre enfant, ça peut être un enfant qui est victime d'un birion. Ça veut dire, birion, ça veut dire d'un enfant qui va être violent, qui va le harceler, qui va le raqueter, qui va lui faire des problèmes, qui va se moquer de lui. Et parfois, notre enfant, ça peut être lui le birion de la classe. Hein? Ça peut être lui qui embête les autres, qui harcèle, qui parle mal, qui crée des problèmes. Comment faire dans ces deux cas-là? C'est deux cas totalement différents. Alors on va dire, alors parler avec la direction, parler avec l'école, etc. Mais l'enfant lui-même, comment je peux le gérer? Simplement, Chachamim nous disent une chose qui est la plus juste qui soit. Chaque être humain est différent l'un de l'autre. Les parents doivent apprendre à s'adapter à leurs enfants, ne pas leur mettre la pression sur la réussite sociale, professionnelle, la réussite en matière de diplôme, etc., de s'adapter à l'enfant. Maintenant, quoi qu'il arrive, on a besoin dans une maison d'instaurer des règles générales. Ça, on le fait avec la main gauche, avec la rigueur. Donc il y a des règles où les enfants connaissent, d'accord? Donc des lois et des interdits qui sont tout à fait conventionnels et qui sont tout à fait usuels, n'importe où. C'est-à-dire c'est quoi? Très très simple. Un enfant quand il est jeune, on lui apprend quoi? Quand t'as faim, il faut manger. Quand tu es fatigué, il faut dormir. Ça, tout le monde le sait. Il y a des horaires auxquels il vaut mieux aller dormir. Il y a des horaires auxquels il vaut mieux manger. Il ne faut pas se dérégler. Arrive l'âge de l'adolescence où l'enfant il a besoin de se rebeller. Ça veut dire quoi s'adapter? On va expliquer, Bezrat Hashem. Donc, en réalité, arrive un âge où, tout simplement, à partir du moment, ça coupe. Il y a une très mauvaise connexion ici, malheureusement. Donc, pour ceux qui ont du mal à suivre le cours en direct, en général, quand après le cours est diffusé en différé, il n'y a plus les problèmes de coupure et de connexion. Alors, par rapport à ça,
qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a ces règles-là, les règles usuelles, conventionnelles, etc. Bon, tout le monde les connaît. On dit quoi? Dans la maison, tu instaures ces règles-là. Maintenant, chaque enfant, il y a des enfants à qui tu vas interdire certaines choses que tu pourrais autoriser à d'autres. Ça devient compliqué. Comment je peux autoriser à un enfant une chose que je vais interdire à l'autre? On dit, un verset connu, Shema beni musar avicha vel titosh Torah timecha. Ça veut dire, écoute mon fils, la morale de ton père, et ne te détourne pas de la morale de ta mère. Chachamim nous enseigne, sur ce verset, la morale de ton père, c'est Dieu et sa morale et sa Torah. Et ne viens pas, Val Titosh, ne te détourne pas de la Torah de ta mère, c'est quoi? C'est tes coutumes, tes origines, tes minagim, donc tes parents. D'où puissent-on nos origines? De nos parents. Il faut que nos parents puissent nous parler honnêtement de leur origine. On voit aujourd'hui, Baruch Hashem, on est dans une génération bénite. Bénie, excusez-moi. Elle est bénie notre génération. Pour quelle raison? Il y a énormément de gens qui se sont renforcés en matière de religion, en matière de pratique, qui ont fait teshuva. Et beaucoup font l'erreur de vouloir cacher à leurs enfants leur passé. Shlomo Amelach nous explique que le Baal Tarboulot, d'accord? Besofo, Akol Igal et Bijulo. Celui qui veut cacher des choses, ou qui veut avoir ses petits secrets, à la fin, tout finit par être dévoilé. À quoi bon mentir? Un enfant, au contraire, ça le rassure de savoir quel est le passé de ses parents, d'où ils viennent, quel est leur vécu, comment ils ont évolué. Et pour pouvoir mieux, à l'âge de l'adolescence, arriver à s'identifier aux parents, même arriver à connaître peut-être les crises et les problèmes et les difficultés qu'ont rencontrés les parents. Il est rapporté que les enfants prennent très souvent les qualités et les défauts de leurs parents, eux-mêmes, en potentiel. D'accord? À la base même quand ils viennent au monde. Si on a affaire à des parents qui n'ont pas fait le travail eux-mêmes de se remettre en question, pour savoir quels sont leurs défauts et leurs qualités, comment eux-mêmes sont à même de pouvoir aider leurs enfants. Oui. Donc à partir de ce moment-là, c'est aux parents de faire un véritable travail d'introspection sur eux-mêmes pour connaître leurs manques et pour connaître leurs plus, pour par rapport à cela, savoir quel est le travail qu'ils doivent fournir sur eux-mêmes, et à travers ce travail qu'ils vont fournir sur eux-mêmes, voir les choses évoluer dans la maison. Il y a un élément que beaucoup de gens oublient, et j'aime à le rappeler très souvent. Le Chazon Ish lui-même, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, rapporte que l'éducation des enfants, surtout à l'âge de l'adolescence, c'est 90% de prière. Et tout le reste que l'on fait pour l'éducation, c'est les inscriptions dans les écoles, le suivi, l'écoute qu'on a avec nos enfants, le dialogue qu'on instaure, etc., ne représente que 10% réellement dans la ishtadlout, c'est-à-dire dans la préparation et dans notre obligation en tant que parents de l'éducation de nos enfants. Que 10%. Le reste, c'est 90%. Il y a une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en réalité, dans un foyer, il y a ce qu'on appelle les mochim, les cerveaux, qui sont en réalité les qualités divines, que nous on a tendance à appeler ça aussi plus communément les 10 sphères, d'accord? Chesed, Od, Malchut, Gvura, Tiferet, etc., etc., qui sont en réalité des qualités divines que Dieu a données à l'homme, raison pour laquelle on dit que l'homme comme la femme ont été créés à l'image de Dieu, lorsqu'ils se rapprochent des qualités divines, lorsqu'ils savent à quel moment exactement se comporter vis-à-vis des gens et de la situation dans laquelle ils sont. Donc là, on dit qu'ils deviennent chachamim. Le véritable chacham, le véritable sage, Ezeu chacham aroa nolad. Celui qui voit une situation se présenter au loin, dans le futur. Donc il arrive à appréhender les choses. Mais pour quelle raison? Parce qu'il a fait un véritable travail sur lui-même. Il a fait un véritable travail pour se remettre en question. Et il a compris avec le temps quel est le travail des gens autour d'eux à fournir et ce qu'ils ont fourni comme travail, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fourni comme travail. Et comment faire, comment leur parler pour arriver à obtenir d'eux la volonté de, à leur tour, fournir le même travail sur leur propre personne. Suivez ou pas? Bon. Par rapport à cela, on voit donc, Baruch Hashem, que quand on nous dit Chanor, Lanar, Alpi Darko, tu enseigneras aux jeunes, ici on fait référence à l'adolescent, selon ce chemin, quel que soit le chemin qu'ils prennent, la fin du verset nous dit comme ça, il pourra grandir et vieillir correctement. C'est-à-dire quoi? Il prendra l'habitude après d'arriver à se remettre en question par rapport à lui-même. Le problème qu'on a, c'est que les sociétés dans lesquelles on vit, il y a un moule. Dès qu'on sort du moule, alors il y a un problème. D'accord? Dès qu'un enfant est problématique en classe, alors on va lui dire qu'il n'est pas capable, qu'il ne peut pas réussir, qu'il ne peut pas comprendre. Et puis après, les parents, parfois, ils vont se faire une raison. On a essayé, mais on n'a pas pu.
au lieu de trouver un centre d'intérêt à cet enfant-là, à cet adolescent, dans lequel il peut réussir. C'est-à-dire pour voir pourquoi, très souvent je rencontre des parents qui veulent à tout prix que leurs enfants passent leur bac. Il y a des enfants qui, eux, malheureusement, n'ont pas de réussite, et on peut les envoyer vers autre chose, vers des formations professionnelles, ou d'autres domaines dans lesquels ils vont réussir, et dans lesquels ils vont s'épanouir. Le plus important, et c'est ça qu'on oublie, c'est que comme chaque être humain est différent l'un de l'autre, la chose la plus importante pour vivre correctement dans ce monde, c'est d'être épanoui. Chachamim nous rapporte dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin, que lorsqu'on doit choisir un métier, ça doit être un métier que l'on aime. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour être épanoui dans ce qu'on fait. Le but de la Torah et des mitzvot, quelque part, c'est d'arriver à nous aider nous-mêmes à vivre à travers cet épanouissement. Et à arriver à trouver cette faculté, cette possibilité, à être nous-mêmes des personnes épanouies. Quand les parents ne sont pas épanouis, comment le vivent les enfants ? Quand les parents à la maison se disputent, comment le vivent les enfants ? Quand les parents à la maison ne dialoguent pas, ne savent pas parler l'un avec l'autre, comment le vivent les enfants à la maison ? Quand l'un demande quelque chose à l'autre et que les réponses, ce sont des disputes, ce sont des remarques, ce sont « tu me demandes de faire, tu aurais pu faire toi », etc., etc. Comment les enfants y réagissent ? Quel message on envoie à nos enfants ? Elle est bonne la question ou pas ? Alors on nous dit la chose suivante. Premièrement, à travers nos prières et à travers le travail qu'on fait nous-mêmes en tant que parents, en tant qu'adultes sur nos propres personnes, ça a une influence directe sur nos enfants. Encore mieux que cela. L'homme, lorsqu'il fait un travail sur sa propre personne, ça va avoir une influence sur son épouse et sur ses enfants. Pourquoi ? Parce que tous les mochines, toutes les midotes, toutes les qualités de la maison dépendent du mari. Donc toute la dynamique du foyer dépend du mari. Donc le mari décide la dynamique qu'il veut donner. Un mari qui va avoir du mal à se lever le matin, d'accord ? Il ne devra pas s'étonner. Lorsque les enfants, lorsqu'ils étaient petits, ils n'avaient aucun problème pour se lever. Et puis arrive l'âge de l'adolescence, d'un seul coup, ils se souviennent quand ils étaient enfants que leur père, lorsqu'ils avaient 3-4 ans, il avait du mal à se lever le matin, chose qui n'est pas forcément le cas lorsque les enfants arrivent à l'âge de l'adolescence. Et eux, d'un seul coup, de façon inconsciente, reproduisent le schéma et ont du mal à se lever le matin. C'est fou. Ouais. C'est fou. Mais c'est vraiment fou. Et ou d'autres, ou encore, et comment on le voit ? Du mal à faire la vaisselle. Oui, du mal à faire ou d'autres choses. Bon, bref, Dieu bénisse. Des choses qu'on a du mal à faire, c'est pas ça qui manque dans ce monde. Vu qu'on vient au monde limité, on est déjà limité. On est limité en nombre d'années dans lesquelles on vit dans ce monde, on est limité en moyens physiques que nous avons, d'accord ? L'homme est totalement limité à bien des niveaux. Maintenant, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on voit ? À partir de quel moment on peut dépasser nos limites et rentrer dans l'infini ? Oh. Parce qu'à partir du moment où je comprends que dans ma vie, je rentre un peu de Torah, un peu de spiritualité, j'ouvre ce monde matériel à une dimension spirituelle qui est, elle, infinie. Oh. Et quand on fait ça, Baruch Hashem, on voit qu'à travers les prières, à travers le travail que l'on fait sur nous-mêmes, je donne un exemple concret. Des parents viennent me voir, me disent on a du mal, nos enfants ont tous du mal à se lever le matin. Moi je pose la question aux parents, quand vous vous levez le matin, vous êtes fatigué ou pas ? Épuisé. Ils commencent la journée épuisés. Pourquoi ? Parce qu'il faut travailler, s'occuper du foyer, s'occuper des enfants, s'occuper de l'école, s'occuper du rapport que l'on doit faire auprès et du lien qu'on doit avoir avec le corps enseignant des enfants, etc., etc., etc. Et arrive la fin de journée après tous ces petites labeurs que l'on se doit d'accomplir chaque jour. On veut avoir un moment pour se retrouver en tant que couple avec son épouse, avec son mari. Donc on prend ce temps-là, et puis le temps il passe vite. Après, il y en a certains qui ont besoin après cela d'avoir un moment pour eux, tout seul, à lire un bouquin, à étudier un peu de Torah, ce qui est très bien, hein. Avoir un temps d'étude le jour et la nuit, c'est l'obligation de chaque homme. Mais étudier un peu de Torah, ou encore pire, le phénomène extraordinaire, d'accord ? De regarder des films, regarder des séries, regarder des choses, ou des documentaires, des choses on regarde un truc, après un autre truc, un autre truc, un autre truc, un autre truc, et le temps passe très vite, on ne se rend même pas compte, on est arrivé à 3h du matin. On doit se coucher à 3h, on doit se lever à 7h. À 7h, au bout de 4 heures de sommeil, on est dans quel état ? On n'est pas très bien. Quand on se lève le matin, on est en quelle forme ? La forme, elle est pitoyable, on se fait de la peine. Mais on se sort du lit, parce qu'on a l'obligation de sortir du lit.
Moi, à partir du moment où quand je me lève le matin, je ne le fais pas dans la simcha, dans la joie, et que je ne suis pas heureux de pouvoir me lever, me réveiller pour faire ma avodat Hashem, et ma avodat Hashem, c'est aussi bien faire ma tefila, mes brachot, etc., mais ma façon de manger, aller travailler, subvenir aux besoins des uns et des autres, rentrer à la maison avec le sourire, parler avec nos enfants avec le sourire, trouver un moment, et la chorma, pour arriver à trouver et à prendre les bonnes décisions. Encore une fois, dans un cours que j'ai donné mardi à Yerushalayim, j'ai expliqué que la plus grande ségoula qui existe pour toujours arriver à prendre les bonnes décisions, c'est tout simplement de prendre un moment pour étudier la halakha. À force d'étudier la halakha, la loi que Dieu nous a donnée, la halakha, d'accord, et qui nous a été enseignée par nos maîtres de mémoire bénie, de génération en génération, de savoir ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ce qui est inapte, ce qui est apte, pas soul, d'accord, moutar, assour, tous ces points-là, d'accord. À force de le faire, je vais aiguiser mon esprit à savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et à la fin, je vais réussir toujours à prendre le temps d'arriver à prendre de meilleures décisions, voire les meilleures décisions possibles. On voit, Baruch Hashem, qu'à partir du moment où on le fait, à partir du moment où c'est fait et c'est mis en pratique, cette dimension-là, qui est une dimension extrêmement importante que beaucoup de gens oublient, et qui fait intégralement partie de l'éducation de nos enfants. Les tfilotes que nous faisons pour nos enfants. Le temps que l'on prend pour prier pour eux, pour faire des bakachotes, pour leur dire chaque jour qu'on les aime. Qu'on les aime. Il y a une histoire que je raconte à maintes reprises, et qui est extrêmement importante. On me l'a raconté quand j'étais bachour à la yeshiva. Il y avait un chassid, qui avait pris pour habitude. Je ne connais pas l'origine de cette histoire. C'était le Rosh Yeshiva à l'époque qui m'avait raconté cette histoire. Et je ne connais pas l'origine malheureusement. Je n'ai pas eu le mérite d'arriver à retrouver où c'est écrit. Il y avait un chassid qui avait lui des enfants. Et lui il avait éduqué ses enfants que lorsqu'ils venaient lui dire la vérité, même s'ils avaient commis des fautes, et même s'ils avaient fait des bêtises, il les récompensait. Cette histoire, moi dans ma tête, elle m'a déclenché quelque chose d'extraordinaire. D'accord ? Et j'ai décidé d'essayer, à partir du moment où je me suis marié, et j'ai eu des enfants, d'essayer de mettre en place ce système-là, avec mes propres enfants. Alors disons la chose suivante, si j'apprends qu'il y a eu un problème avec toi, avec qui que ce soit, où que ce soit, si tu es premier à m'apprendre le problème, tu seras récompensé. Si ça arrive à mes oreilles par d'autres personnes, d'accord, concernées ou pas concernées par le problème, il y aura des conséquences. Faire punition. Eh bien, ce qui est très amusant, c'est que les enfants, à partir de ce moment-là, prennent le temps de pouvoir dialoguer avec nous parler de tout. Et de leurs crises existentielles, et de leurs problèmes, etc. Librement, parce qu'ils savent que lorsqu'ils nous avouent la vérité, d'accord, ils ne seront non seulement pas répréhendés, mais ils en seront récompensés. Donc, on apprend aux enfants, et on est makten la yeladim chez la noumidata emet. C'est-à-dire, on apprend à nos enfants, on fait acquérir à nos enfants la mesure de la vérité, de toujours savoir dire les choses telles qu'elles sont, les choses vraies. Nous avouer la vérité. Et là, on est en mesure de pouvoir mieux aider nos enfants. Alors, c'est compliqué quand ils sont adolescents d'un seul coup de leur dire la chose, mais essayez. Et vous allez voir que c'est assez étonnant. Assez étonnant. Pourquoi ? Parce que le fait de chaque jour prendre un enfant et de lui faire comprendre qu'on l'aime tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités, avec ses plus et ses moins, et qui peut nous dire tout le temps la vérité, et qui ne sera pas répréhendé. On va toujours discuter avec lui pour le faire réfléchir. Et attention, moi on m'a appris une chose fantastique. L'éducation d'un enfant, ça commence à partir de quand ? À partir du premier jour, du premier mois de gestation dans le ventre de sa mère. Il faut instaurer un dialogue entre le père, la mère et l'enfant. C'est-à-dire une femme enceinte, le père doit prendre du temps chaque jour pour parler à l'enfant. Prendre le temps de parler à cet enfant-là. Hein ? Alors c'est vrai que Chachamim disent que c'est au bout de 40 jours que le nefesh il commence à s'attacher au bar, au corps de l'enfant, d'accord, pendant la période de gestation, mais à part ça, il y a un chibour avec la neshama qui existe réellement. Et ce dialogue-là commence à créer un lien, à tisser un lien extrêmement important avec l'enfant, que déjà l'enfant dans son inconscient, durant sa période de gestation dans le ventre de sa mère, il se sent aimé et désiré, et compris par ses parents, et pris en considération. Prendre un enfant en considération, c'est pas lui céder à tous ses caprices.
Prendre un enfant en considération, c'est pas non plus céder à ses caprices pour qu'il nous prenne pas la tête. J'ai envie d'avoir la tête tranquille, de ne pas avoir de cris quand j'entre à la maison. Un enfant, je lui accorde ce qu'il demande, là, Baruch Hashem, ça me suffit. J'ai déjà rapporté mardi, je l'ai rapporté encore ce matin dans les shiurim que j'ai donnés, que la halakha nous dit qu'un enfant, on a l'obligation de lui fournir ses besoins vitaux. Alors que la femme, on a l'obligation de la rendre heureuse. Ce qui veut dire qu'on doit plus s'occuper de son épouse que de ses enfants. On a plus d'obligation de gâter, de donner des cadeaux, de faire en sorte que sa femme soit heureuse, que de gâter et donner des cadeaux à nos enfants. Beaucoup de parents confondent le bonheur avec les cadeaux, avec le monde matériel. Plus je donne à un enfant, moins il manque, plus il a de vacances, plus il a de raisons d'être heureux. Ce qui n'est pas forcément vrai. Ce qui n'est pas forcément vrai. Quand on dit que la droite rapproche et la gauche repousse, ça veut dire quoi? Un enfant, il ne faut jamais le repousser. Il faut repousser de lui tous les dangers, à travers des interdits. Et des interdits qui seront adaptés. Et on lui explique. Pourquoi, toi, par exemple, mon enfant, je vais t'interdire de passer dans telle rue. Comme j'ai dit, Shema Beni Musarcha Torah Timecha, on dit. Torah Timecha, c'est aussi la Torah de ta mère, c'est la Torah à travers tes coutumes, qui te permet de garder tes coutumes, qui t'enseigne la halacha, qui t'enseigne tes coutumes, ce sont tes rabbanim. Ta mère ici, c'est quoi? Ce sont les rabbanim. Maintenant, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'un enfant, par rapport à cela, il est rapporté par nos maîtres de mémoire bénie un exemple extraordinaire. C'est quoi la différence entre le père et la mère? Moussa Avicha Torah Timecha. Le père, qu'est-ce qu'il a? Quand il sait qu'un enfant, il a une gourmandise que ses autres frères et sœurs n'ont pas. Il est plus gourmand que les autres. Et il a un truc qu'il adore. On va donner un exemple simple que tout le monde aime aujourd'hui, les pizzas. Et on sait que dans la ville où on habite, à 3 pâtés de maison, d'accord, ou à quelques rues de là où on habite, il y a un nouveau restaurant italien, Luciano, italien, avec des pizzas extraordinaires, d'accord, très bonnes, mais le restaurant n'est pas cachère. Et on sait que cet enfant-là, il est tellement gourmand, s'il passe, et un beau jour on apprend, qu'à l'occasion de l'inauguration, première semaine d'ouverture de la pizzeria, ils vont distribuer des parts de pizza gratuitement. Oh, écoutez bien l'exemple. Le père, il va dire à son enfant, c'est Moussa Ravicha, c'est la morale de ton père, le chesed. Il va dire, écoute, là-bas, ce restaurant n'est pas cachère, fais-moi plaisir, ne va pas là-bas pour prendre une part de pizza. La mère, qui connaît son enfant, et qui sait réellement qu'il est gourmand, et très souvent dans l'éducation des enfants, on le constate. Quand on a un enfant qui arrive à l'âge de l'adolescence et qui est problématique, la mère est beaucoup plus dure avec l'enfant que le père. Parce qu'elle s'angoisse beaucoup plus que le père. Parce qu'elle se sent beaucoup plus investie que le père. Et a raison. Pourquoi? Elle a porté cet enfant 9 mois dans son ventre. Pendant 9 mois, cet enfant-là, quand il tournait dans le ventre de sa mère la nuit, la mère, elle se réveillait. Les premiers mois, la nausée, des fois c'est toute la grossesse, malheureusement pour certaines. D'accord? Elle est dérangée. Et le mettre au monde, d'accord? Alors aujourd'hui, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a l'anesthésie que l'on fait à la femme au niveau de la colonne vertébrale, hein, pour le bassin, sur le bassin. Hein? En Israël, on appelle ça l'épidurale, et en français, on appelle ça la péridurale. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que grâce à cela, elle ressent moins de douleur, mais quand même. Il y a les douleurs, et puis il y a l'avant, accouchement, et après accouchement. Donc, toutes ces douleurs-là, c'est pour avoir un à la fin à la maison, ou une à la fin à la maison, qui me parle mal, qui ne m'écoute pas, et qui fait n'importe quoi. Tout ça pour ça. Donc, la femme, elle se sent beaucoup plus investie. En plus, la femme, c'est midatadine dans la maison. La femme est beaucoup plus rigoureuse en général que l'homme. Donc, elle va devenir dure, alors qu'elle a l'habitude d'être beaucoup plus gentille. Un enfant, quand il est jeune, qui est le plus gentil avec l'enfant? Qui s'occupe le plus de l'enfant naturellement? C'est la mère. Qui est plus câline en général? C'est la mère. Bon, dans une génération, des fois, c'est un peu inversé dans certains foyers. Et on voit ce phénomène se répandre un petit peu plus. Que des fois, on a des papas qui sont beaucoup plus câlins et beaucoup plus tendres que certaines mères. Parce qu'elles ont grandi dans des foyers où elles n'ont pas eu beaucoup d'enfants ou des parents qui n'étaient pas très démonstratifs. Bon, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que cette mère-là, quand l'enfant est jeune, qui est tout doux, etc., d'un seul coup, l'enfant arrive à l'âge de l'adolescence, de toute douce, elle passe à hyper dur avec l'enfant. Parce qu'il dit, il faut être rigoureux, il faut faire ce qu'il faut. Le père comme la mère, des fois. Qu'est-ce qu'on fait quand on a affaire à un tel problème? Tout simplement. Ici, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. À partir du moment où moi, l'enfant, j'instaure avec lui un dialogue de vérité, je lui dis, à partir d'aujourd'hui, tu peux tout me dire, tu ne seras pas puni. Tu peux tout m'avouer.
tu ne seras pas puni. Tout, quand je dis tout, malheureusement, certaines personnes aujourd'hui voient leurs enfants, un phénomène qui s'est propagé malheureusement énormément, c'est l'alcool et le fumer des joints, le cannabis. C'est devenu normal. Comme à une époque, il y a 20 ans, on disait aux États-Unis, dans les années 70, qui n'a jamais fumé de joint? Aujourd'hui, il y a des jeunes ici qui n'ont jamais fumé de joint aujourd'hui. Et pourtant, si on voit tout le mal que ça fait au métabolisme, d'accord? Parce que c'est pas du cannabis médical, il n'a pas été bien traité, il a été très souvent, c'est trempé dans de l'ammoniac, dans de l'ammonium pour créer une dépendance chez les gens. C'est une catastrophe, d'accord? Le mal que ça peut faire. Que faire si notre enfant un jour il vient nous avouer qu'il fume de temps en temps? Comment prendre la chose? Hein? Voilà, ça c'est d'autres parents, ça c'est un autre profil, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Mais réellement, comment on fait? Comment on fait? Il faut faut laisser la possibilité à cet enfant de pouvoir nous en parler et pouvoir en discuter pour le faire réfléchir. Et lui montrer qu'on lui laisse le libre choix. Qu'on lui laisse la possibilité de faire son propre choix. C'est très important. Il y a des structures d'éducation où moi j'ai mis en place des choses un peu bizarres. Je le dis tout de suite. Que les gens m'ont regardé, ils m'ont dit, mais il est vraiment rabbin lui. Il y a des endroits où, en Israël, il y a des enfants qui sont placés, qui sont noirs bessikoun, des jeunes qui sont en danger, cas sociaux, problèmes dans la famille, etc., etc. Ils sont placés dans des foyers, d'accord? Certains foyers où Baruch Hashem, on m'a fait l'honneur de me donner la tâche de m'occuper de la partie spirituelle de ces endroits-là, d'accord? En tant que rave. Et il y avait un endroit comme ça où les enfants, je vous l'ai raconté tout à l'heure l'histoire, on va la raconter encore, les enfants, ils venaient de foyers qui n'étaient pas religieux, et d'un seul coup ils se retrouvaient dans les endroits, on leur disait, ici c'est Misgeret, même l'artidati, donc aujourd'hui c'est religieux. Vous devez faire Shabbat, etc. Les enfants, ils n'ont pas l'habitude de faire Shabbat, d'un seul coup ils se retrouvent dans un endroit où ils sont placés là-bas par l'État, par les tribunaux, parce que chez eux ça ne va pas comme il faut, malheureusement. Et d'un seul coup on leur dit, le Shabbat tu dois le faire. Enfin, c'est une explosion, c'est la guerre. Les familles d'accueil là-bas, ils avaient de la guerre avec certains de ces enfants, qui sont des enfants durs. Alors allez-nous. D'accord? Et ils m'ont demandé en tant que rave que faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, j'ai des fans, j'ai des groupies, ils font des remarques à chaque fois, etc. On balance pas les prénoms d'avant, hein. Tu me fais plaisir, Natania. Ah, elle est encore là, à chaque fois. Attendez, j'ai mes groupies maintenant, attendez. Rabbin superstar. Alors attendez, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que là-bas, moi, ce que j'ai dit au directeur de ces endroits-là, je leur ai dit, voilà, vous allez faire la chose suivante. Il y a une pièce là-bas où il y a un atelier informatique, des ordinateurs, etc. Ils ont accès à ce qu'ils veulent. Je leur ai dit, maintenant, vous dites que tout le campus, il est Shomer Shabbat. Et ceux qui ne veulent pas faire Shabbat, ils peuvent aller dans cette pièce-là, là-bas. Les enfants, je leur ai expliqué qu'ils ont le libre arbitre. Ça, il y a 3 ans, ça a été mis en place. Depuis que ça a été mis en place, tous les enfants ont dit, le Rav, il nous fait confiance. On ne veut pas décevoir le Rav. En parallèle, chaque jeudi soir ou vendredi, j'envoie un Mahamar, donc un article, avec les livrets Torah sur la paracha, le résumé de la paracha, les halachot en rapport avec la paracha, tout ça en hébreu, je ne dis pas le travail que c'est, même pour Yosef, des devinettes, des jeux, etc., sur la paracha par rapport à tous les âges. Comme ça, les enfants, même au Tsé Shabbat, on leur envoie des devinettes, des coloriages, des dessins, etc., qui font par rapport à la paracha. Quand ce sera terminé, on est en train de faire un livre là-dessus, Bezrat Hashem, mais on voit quoi? Que les familles d'accueil utilisent tous ces enseignements-là, tout simplement, pour attirer les enfants. Et depuis les enfants, Ben Porat Yosef, écoutez bien, il n'y en a pas un seul en l'espace de 3 ans qui est rentré dans la pièce où il peut ne pas faire Shabbat. Ils sont tous mis à faire Shabbat. On leur a laissé le libre arbitre, on leur a fait confiance. Dur, hein? C'est-à-dire dire à son enfant, c'est quoi? Je te fais confiance, je te laisse le choix. Moi-même, j'ai fait un choix. En tant que parent, on ne peut pas imposer nos choix à nos enfants. Raison pour laquelle Shlomo Amelech nous rapporte, éduque un enfant sur le chemin qu'il prend. Tu ne peux pas imposer tes choix. Il faut que tu fasses en sorte que ton enfant arrive à une réflexion. Toi, quelle est la réflexion qui t'a mené à faire tes chouvas? Quelle est la réflexion qui t'a mené à faire Torah ou Mitzvot? Essaye d'amener ton enfant à avoir le même type de réflexion, alors qu'il n'évolue pas forcément dans le même milieu. Il n'a pas été éduqué de la même façon, il n'a pas été étudié dans les mêmes écoles, il n'a pas eu la même vie. Mais par rapport au caractère qu'il a, cet enfant, si tu te connais bien, toi, en tant que mère ou en tant que père, et tu connais bien ton conjoint ou ta conjointe, si vous connaissez bien et que vous avez pris le temps de bien vous connaître et de bien vous raconter vos histoires d'adolescents et d'enfants, etc., 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 vous allez pouvoir réussir à trouver le moyen
de rétablir le contact avec cet enfant-là, en lui donnant ce choix-là qui est important, en lui disant, dis-nous la vérité, tu en seras toujours récompensé, d'accord? Et de faire de cet enfant quelqu'un de bien, qui ne nous cache rien, qui ne dit pas de mensonges. En le faisant réfléchir. Je vais raconter une anecdote. Une fois, j'ai dû m'occuper d'un groupe d'enfants. On a organisé un repas pour eux. Puis d'un seul coup, il y a une dispute entre deux enfants pour une place, une chaise. Bref. Il y en a un qui commence à frapper l'autre. Malheureusement, il a grandi dans un foyer où, là-bas, malheureusement, il y avait beaucoup de violence entre le mari, entre le père et la mère, et les parents vis-à-vis des enfants. Et cet enfant, bien sûr, il a réagi très violemment. Il a commencé à frapper l'autre. Maintenant, je vous explique. Hein. Celui qui a levé la main, il a 12 ans. Celui qui s'est fait frapper, il a 10 ans. Tous ceux qui étaient autour, ils avaient entre 8 et 12 ans, en train de dire ouais, il t'a fait ceci, etc. Parce que les enfants, quand il y en a deux qui se disputent, il y a ceux qui disent c'est pas bien, et puis il y a tous les autres qui disent c'est pas bien devant, mais en dessous, vas-y, continue quand même. Nous, ça nous amuse, ça nous fait passer le temps quand même, une bagarre. Attends, ça fait passer le temps ou pas? Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai dit à l'enfant? Je lui ai dit écoute, voilà, comment t'as levé la main? C'est pas beau. En plus, quand l'autre il a commencé à pleurer, t'as eu un sourire. Ça arrive. Vous avez jamais vu deux enfants quand ils se disputent? Quand l'autre qui m'a dérangé, qui m'a fait du mal, j'arrive à lui faire du mal, naturellement, l'enfant il fait quoi? Très souvent, il sourit. En plus, c'est pas où tu l'as fait du mal à l'autre. Tu l'as fait sourire. Mais sache que le coup que tu lui as mis, c'est dans l'instant que tu l'as fait mal. Si tu avais su ne pas réagir, si tu avais su parler, si tu avais su choisir les bons mots, tu aurais pu, à vie, le marquer dans son esprit et le faire réfléchir à vie. Et lui laisser un passage, un souvenir à vie, pas un coup, une fois dans sa vie, que dans la demi-heure ou dans l'heure, ça y est, il a déjà oublié la douleur. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, sache une chose. Toi, aujourd'hui, tu as un enfant. Mais si tu conduis comme ça et que dès que quelqu'un te dit un mot de travers ou quelque chose qui te dérange, tu lèves la main, malheureusement, les étrangers dans la rue, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler la police, ils vont faire des problèmes. L'enfant, ça l'a fait réfléchir. Ça lui a pris à cet enfant-là 4 mois quand même, à partir de cette discussion. Il a mis en place un travail pour arriver à travailler ses excès et sa violence. Au bout de 4 mois aujourd'hui, cet enfant-là n'est plus du tout violent. Il arrive tout à fait à dialoguer avec ses camarades, à discuter avec eux. Pourquoi? Parce que au lieu de le gronder, au lieu de crier, au lieu de... J'ai discuté avec lui, je l'ai fait réfléchir et je l'ai pris en tête à tête. Je lui ai dit, attends, je te prends en tête à tête. T'es un grand. Moi, je parle ici avec une personne. Considérer un enfant comme un être humain à part entière, comme une personne à part entière, dès son plus jeune âge, c'est pas important. Le faire réfléchir. Moi, j'ai des discussions avec ma fille qui a 4 ans, d'accord? Alors, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais j'arrive à avoir des discussions qui durent 20 minutes, une demi-heure avec cet enfant. Elle la fait réfléchir. Je rentre dans son monde et je la fais réfléchir pour lui inculquer certaines valeurs. Avec la main gauche, j'éloigne les mauvaises choses d'elle, en lui inculquant ces valeurs-là. Et après, c'est au cas par cas. C'est pas évident. C'est souvent compliqué. Après, ça dépend de chaque enfant, de la crise qu'il est en train de vivre, des problèmes qu'il est en train de vivre. Je peux juste vous raconter une anecdote. Il y a un père de famille qui est venu me voir une fois, qui a extrêmement bien réussi à l'université, qui a un diplôme supérieur, une très belle situation, travaille très très bien à Ben Porat Yosef, qui gagne très bien sa vie. Et il a eu son fils aîné, qui a eu beaucoup de problèmes à l'école. Lui, la culture dans laquelle il a grandi, et l'éducation qu'il a reçue, quelqu'un qui travaille bien à l'école et qui réussit, c'est quelqu'un que l'on respecte, c'est quelqu'un qu'on a envie de récompenser. Quelqu'un qui travaille mal, c'est quelqu'un qu'on punit, c'est quelqu'un qui risque d'être au banc de la société. Il a rentré donc cette angoisse à son enfant. Mais si tu ne réussis pas à l'école, si tu passes pas un bon diplôme, si tu n'as pas une bonne situation, mais qu'est-ce que tu crois? Tu vas être chômeur, tu veux faire poubelleur plus tard. Et boueur. Et alors, s'il fait boueur et qu'il est heureux, attends, je ne dis pas qu'il doit faire éboueur, parce que franchement, il y a des limites. À moins qu'il n'ait pas d'odorat. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est quoi? Tout simplement. S'il n'y a pas de saut métier, premièrement, il faut que l'enfant soit épanoui dans ce qu'il fait. Et en plus de cela, ce monsieur-là s'est rendu compte que son enfant était atteint, malheureusement, lorsque l'enfant est arrivé à l'âge de 18 ans, d'un syndrome extrêmement rare. Un syndrome extrêmement rare. Quand son fils a atteint l'âge de 18 ans, ils ont eu encore une enfant qui était atteinte du même syndrome. Maintenant, cet enfant-là est venu au monde en Israël. En Israël, ils font des vérifications génétiques à la naissance d'un enfant qui ne sont pas faites en France. Et ils se sont rendus compte qu'elle avait un syndrome rare, que dès qu'elle mangeait de la viande ou certains aliments, d'accord, il y avait certains enzymes qui ne fonctionnaient pas dans son corps et qui détruisaient les cellules nerveuses du cerveau. Neurones, cellules nerveuses. Et qui empêchaient donc ces enfants-là de pouvoir assimiler la moindre information.
de pouvoir se concentrer, de pouvoir rester assis longtemps. Après, on vous dit c'est des enfants hyperactifs. Et malheureusement, aujourd'hui, pour les enfants hyperactifs, directement aujourd'hui, on leur donne des traitements de type Ritaline ou autre, au lieu de leur faire toutes les vérifications qui se doivent. D'accord? Et en réalité, on s'est rendu compte de ce problème-là. On a mis en place un régime alimentaire à son enfant. Dès qu'il s'en est rendu compte, il y a un régime alimentaire qui a été mis en place à son enfant. Aujourd'hui, cet enfant-là se débrouille bien à l'école, mais le père, à partir du moment où son fils avait 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, il a traité son fils d'abruti. Il a traité de tous les noms. Et je ne te comprends pas, etc., etc. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Ils sont arrivés à une telle crise que l'enfant, un jour, est rentré à la maison avec la coupe Iroquois, rasé sur les côtés, à la Mr. T. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord? Je crois que c'est dans Mr. T, c'est dans Rocky 2, c'est ça? Rocky 2, l'œil du tigre. Alors maintenant, souvenir. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement. On voit quoi? On voit tout simplement par rapport à cela que, justement, on a mis en place un régime alimentaire. Le père, il s'est senti comment? Il s'est senti comment? Et d'un seul coup, l'enfant, il a compris. Le père, il a fait son mea culpa. D'accord? Si on peut dire les choses ainsi. Et on voit, quand même. Rabbin, attends. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que le père a fait échouva là-dessus. Et que c'est réinstaurer un dialogue entre son fils et lui. Et que le fils travaille mieux à l'école. Mais qu'il est dans une école qui est adaptée à son problème. Dans une structure qui est adaptée à son problème. Où on l'encadre de façon différente. L'enfant est beaucoup plus épanoui. Récemment, ce garçon, je l'ai vu, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il me dit, je sais pas. On m'a parlé de ceci, on m'a parlé de cela, j'ai des copains qui font ceci, cela, ils travaillent déjà, etc. Bon, des choses qui sont pas très bonnes, pas très cachères. Je lui ai dit, mais tu sais, il y a des métiers que tu peux apprendre aujourd'hui dans les nouvelles technologies, etc. Où tu peux avoir une certaine part de ça. Je connais tel et tel enfant parce qu'on s'occupe de formation professionnelle. Qui n'étaient pas capables, comme toi, de faire de hautes études ou quoi que ce soit, parce qu'ils étaient un peu limités, que ça ne les intéressait pas non plus. Cet enfant, malheureusement, il était aussi. Il manquait d'intérêt pour avoir des études supérieures. Il était traumatisé des 12 années passées à se faire, entre guillemets, rabrouer le claquet et maltraiter moralement par son père. Involontairement, le père pensait vouloir encourager son fils. Et malheureusement, l'encourager, ça a abîmé un petit peu. Et je lui ai expliqué les formations professionnelles possibles, avec les salaires possibles, les postes qui sont accessibles, etc. Ça a commencé à l'intéresser. Baruch Hashem, il a décidé de faire une formation professionnelle dans l'informatique. Bezrat Hashem. Qui est la bracha l'atzlacha. Pense à lui, s'il nous regarde, bracha l'atzlacha, tu t'es reconnu, Baba. Alors maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? On voit une chose ici qui est très importante, c'est-à-dire s'adapter à un enfant. Quand s'adapter à l'autre. Je peux vous dire une chose très particulière. Des fois dans mes cours, on voit un peu le côté nutritionniste. Il est rabbin, il est nutritionniste. J'ai pas fait d'études en nutrition, je suis pas médecin, tout va bien. Mais, comme le rapporte le Rambam, parfois ce qu'on mange, ça a une influence sur nous-mêmes. D'accord? Raison pour laquelle il y a de la cache-route. Mais, on a certaines personnes parfois qui n'arrivent pas à dormir, ou qui vont ronfler, je le dis, je le répète, ou qui vont avoir certains problèmes comportementaux qui n'ont aucun rapport avec le travail sur les midotes. Ils ont un problème physiologique, un dérèglement nerveux quelque part dans leur corps, au niveau de l'appareil intestinal, ou l'appareil digestif plus globalement, ou, d'accord, au niveau du cerveau, etc. Un dérèglement au niveau des enzymes, des fluides, etc., qui est dû à un mauvais régime alimentaire ou un traitement qui n'est pas adapté à la personne. Ou un problème que la personne n'a jamais connu, n'a jamais su. Et aujourd'hui, on a des syndromes. Comment suspecter qu'un enfant à qui on donne à manger de la viande, ça lui détruit les neurones? Comment je peux deviner un truc pareil? Moi, je lui donne de la viande, ça lui détruit les neurones. Comment je peux soupçonner un truc pareil? Oui? C'est possible ou pas? Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que parfois, il y a certains problèmes comportementaux qui ont besoin. On a besoin de faire parfois certaines analyses, de savoir quoi chercher, que chercher, comment faire. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'un problème de midote. Et ça, on a besoin parfois de siyata d'Ishmaïa, d'aide providentielle pour arriver à trouver le problème dont est nous-mêmes victimes. Alors attention, il ne faut pas devenir hypochondriaque, parce qu'après il y a ceux qui vont chercher des symptômes un peu partout, et en tournant sur internet et tous les sites médicaux qui expliquent les symptômes, etc., les gens qui m'appellent, qui pensent chacun à avoir une maladie, lo allez-nous. Non, plus sérieusement, on voit quoi? On voit tout simplement, par rapport à ce qu'on est en train de dire, que à partir du moment où moi je fais ce travail sur ma propre personne, d'accord, d'arriver à savoir qu'est-ce qui ne va pas chez moi.
qu'est-ce qui provoque ce comportement que je peux avoir? Et pourquoi je ne suis pas Bessimcha? Moi, en tant qu'adulte. Si le matin je me lève mais je me force à sortir du lit, je ne suis pas Bessimcha. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez ou pas? C'est assez fou. C'est assez fou. Donc, on voit en réalité que c'est une chose qui est extrêmement importante. Le Rav Shar, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, c'est très connu, il a eu un de ses fils qui n'était pas du tout religieux. Comment on a fait la Levaya du Rav Shar? Son fils est venu, je crois qu'il a fait des études de médecine ou autre, ce n'est pas trop mal sorti quand même. Mais, pas du tout religieux. Et il a fait Teshuvah après le décès de son père. Très souvent, les gens venaient voir, ils disaient, mais ils ont attrapé le fils à plusieurs reprises du vivant du Rav Shar en lui disant, mais comment ton père, c'est un grand de la génération, comment toi, t'arrivais à te détourner? C'est un idolâtre, il donne des bons conseils à tout le monde. Le Rav Shar, il dit, ne prenez pas mon fils à partie. S'il est comme il est, c'est pas sa faute, c'est de la mienne. Parce que j'étais trop dur avec lui. Parce que j'ai pas su être à son écoute. Parce que j'étais quelqu'un de dur avec mon enfant. Alors elle est où la limite avec Le qui vous avez? C'est-à-dire la limite. Souvent quand il y a des débordements de comportement, on va dire ça comme ça, on remet en cause justement on peut remettre en cause le fait que l'enfant ne fait pas qui vous avez. Ok. Donc elle est où cette limite entre dire je suis peut-être trop dur ou pas assez? Quand ou quand le mari invoque cette condition-là. Là, tu es en train de dépasser les limites, tu fais plus qui vous avez. Oh. Voilà. La Gemara me dit quoi? Elle me dit si les parents prennent à partie un enfant et que l'enfant, naturellement, il va non seulement ne pas respecter ses parents, ce qui est naturel à un certain âge. Le Ben Ishraï rapporte que la loi de la Torah la plus dure à respecter, c'est le respect des parents. A fortiori, quand on arrive nous-mêmes à l'âge adulte et qu'on se marie, ça devient encore plus compliqué. Plus compliqué parce que très souvent, que font les adultes? Ils tiennent responsables leurs parents de leurs problèmes d'aujourd'hui. Ils vivent dans des regrets dans le passé, au lieu de se travailler eux aujourd'hui comme ils sont. D'accord? Premièrement. Et c'est la raison pour laquelle le Ben Ishraï rapporte que le soir de Rosh Hashanah, il faudra, si on habite à distance, très loin de ses parents, avant Rosh Hashanah, appeler nos parents pour leur demander Mechila. Et si nos parents habitent là où on est, dans la ville où on habite, d'accord? Il faudra aller les voir avant d'aller à la synagogue à Rosh Hashanah pour leur embrasser la main et leur demander Mechila. Ce sont les premières personnes et les personnes à qui on devra demander Mechila en premier, nos parents. Pourquoi? Parce que le respect du parent, c'est quelque chose de très compliqué à réussir à avoir. Donc après, quand nous-mêmes, on a été jeunes et qu'on sait très bien que chacun d'entre nous arrive à un moment donné dans sa vie où il a eu une petite crise, un petit problème à un niveau ou à un autre, et que c'est peut-être que ça lui est arrivé une fois dans sa vie, peut-être 2 fois, peut-être plusieurs fois, peut-être plus que ça, de manquer de respect à ses parents. Que dire à nos enfants quand ils nous manquent de respect à leur tour? C'est naturel. Comment rétablir le respect? Nous, en tant que parents, en ne rentrant pas dans une chaîne où on dit « Ah là, tu dépasses les limites. Ah là, tu es en train de dépasser un interdit. Ah là, c'est comme ça, etc. » Non, non, on dit « Écoute, là, tu es en colère, tu parles mal. D'accord? On va reprendre la discussion quand tu ne seras pas en colère. Comme avec n'importe quelle personne. C'est ce que me dit la halakha. Quelqu'un qui est en colère, je ne discute pas avec lui. Un enfant qui est en colère, quand tu seras calmé, tu seras disposé à discuter. Nous, on est là pour toi. D'accord? Yeshli ozen kashevet, je suis à ton écoute. Mon oreille, elle est à ton écoute. D'accord? Pour toi. Donc, à partir de ce moment-là, je te demanderai très gentiment, ok, de reprendre avec moi cette discussion, je serai calmé. Ou je reviendrai vers toi quand tu seras disposé à avoir une discussion entre adultes, surtout quand ils sont adolescents. Tu sais, c'est quoi un enfant de 13 ans? Oui, je vais avoir une discussion avec toi entre adultes. Un enfant fait sa bar mitzvah. L'enfant fait sa bar mitzvah. Alors, il y a les parents qui veulent que le fils, le jour de la bar mitzvah, ça devient le chazan des chazanim. Donc déjà 1 an, 2 ans avant la bar mitzvah, il envoie chez un rave pour qu'il... Maintenant l'enfant il est en train de muer, sa voix elle est en train de changer. Ouais, donc il commence à 11 ans à prendre des leçons de chant, etc. La voix elle est en train de changer, il n'a plus réellement le contrôle total de sa voix. Donc on veut lui faire prendre des cours de chant pour qu'il fasse la tfila, pour qu'il lise toute la Torah, qu'il lise la Haftara, et qu'il lise. Ah! Alors que si on dit à un enfant, écoute voilà, moi ce que je fais avec mes fils, mon fils voilà, tu veux faire l'office, tu le fais. Tu veux pas, tu le fais pas.
Tu veux lire une montée, tu lis une montée. Tu veux pas lire, tu montes à la Torah, à une montée, tu fais la bracha. Mikaradin, le jour de la Mezuzah, c'est suffit de monter à la Torah et de faire la bracha. Attention les jeunes qui écoutent le cours, c'est mieux de lire quand même. D'accord? C'est mieux de lire la paracha. Pour savoir lire la Torah quand même. Et tu fais comme tu veux. Maintenant, tu vas prendre une montée, 2 montées, 3 montées, 4 montées. Maintenant, malheureusement, comme je suis appelé à m'occuper d'énormément de choses, je peux pas, en plus, moi, Chazan, chanter, c'est pas du tout mon truc. C'est le seul truc, c'est vraiment pas mon truc. D'accord? Donc, je suis même pas un bon prof, vu que moi-même, je sais lire la Torah, je sais faire la tfila, je sais, mais je suis pas la super voix, je sais pas bien sûr. Voilà. Donc, moi, j'ai un ami, qui était Marché Brouta, le Rav Mordechai Seksik, le fils du Rav Seksik de Créteil, qui lui, Ben Pourat Yosef. Lui, c'est un Talmid Racham, c'est un Rav, il fait partie du Bet Torah, Bnei Brak, du Bedin, qu'on dirige à Bnei Brak, etc. Il donne des cours, etc. Il fait du Zikoui Arabim. Un très grand Talmid Racham, mais un Chazan exceptionnel. Il m'a dit, moi, un cadeau pour la bar mitzvah de tes enfants, tu me les envoies, je leur apprends. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Ils veulent apprendre la bar mitzvah. Le gosse, on lui dit, bon, tu vas apprendre, déjà, on t'apprend les ta'amim. Tu veux une montée, tu fais qu'une montée. Le gosse, il fait quoi? Il apprend une montée. Une fois qu'il a terminé la montée, tu veux encore ou ça suffit? Non, encore une, c'est mon kiff. Deuxième montée. Encore une, ça te suffit. Il est athlète, à la fin, il apprend toute la paracha, le gosse. C'est totalement différent de lui dire, je t'ai payé un prof, et tu as intérêt à y aller, et tu dois apprendre, et tu dois lire toute la paracha, parce que tout le monde lit toute la paracha, c'est pas grave. Les autres, ils ont qu'à lire toute la paracha, faire l'office. Lui, il peut pas, il a pas envie. Viens le jour de sa bar mitzvah, au moins il kiffe, il comprend qu'il est en train de sur lui de prendre le hol malchut et le hol amizvot, donc le joug des mitzvot et de la royauté divine sur lui, mais avec plaisir. Pas déjà les parents lui a mis le joug parental en plus, d'accord, sur les épaules, en plus du reste. Vous comprenez ou pas? De faire confiance à un enfant et de l'accepter avec ses différences et de faire fi de ce que peuvent penser les autres. C'est pas important de lui montrer que ce que pensent les autres de notre enfant, c'est pas important. Le plus essentiel, c'est que nous, on est fiers de lui, on est derrière lui. Alors, Baruch Hashem, alors ils sont dans souvenir, tu te souviens de lui, tu te souviens pas de lui. Qu'est-ce que vous me faites rire, Baruch Hashem? Alors, pour tous les petits malins qui m'appellent par mon prénom, comme ils m'ont connu il y a 30 ans à Sarcelles, je vous explique aujourd'hui, c'est Raphaël Michaï, ça passe beaucoup mieux que l'autre prénom, que j'utilise pas trop, c'est Gary. Mais Gary, un jour, le Rav vient à Mazouz, il m'a dit, c'est Gary, c'est aussi l'aide de Gouri. Et Yehuda, la famille Ishaï, on dit comme ça, elle fait partie de la tribu d'Yehuda. D'accord? Yehuda, comment on l'appelle? Gourariata. Gourarié, c'est le petit lionceau. Donc Gouri, c'est quoi? C'est mon petit lion. Donc aujourd'hui, Baruch Hashem, vous avez vu la barbe, je suis un grand lion. Faut pas trop me fâcher avec ces histoires, soyez sympa, soyez gentil, je vous l'ai dit une fois, 2 fois, 3 fois. Basta. C'est la dernière fois que je vous le dis. Baruch Hashem, le grand rabbin de France avait un nom de prénom. Sur un plateau de télévision où, après avoir écrit le livre Rien ne vaut la vie, il était passé sur ce plateau de télévision, je crois que c'est Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, très sympathique, il a appelé par son autre prénom. Il faut voir la tête du grand rabbin de France, la peine que ça lui a fait. Il dit, mais je suis le grand rabbin de France, le Rav Yosef, ces trucs. Quelqu'un aurait pensé l'appeler par un autre prénom que le Rav Yosef, ces trucs. Alors, s'il vous plaît, soyez gentils, laissons le passé de côté. Et derrière nous, et appelez-moi le Raphaël, c'est la vie, c'est mieux. Et la Torah, c'est la vie. Je vous donne des cours de Torah, je vous apporte un peu de vie dans le foyer. Sur ce truc de fou là, Internet est beaucoup boubouk. Soyez gentils, un peu de respect. Voilà, c'est tout. Ça me fait plaisir. Voilà, moi, ça me fait plaisir. Voilà, Baruch Hashem. Alors, c'est pas que ça me fait de peine quand on m'appelle par mes autres prénoms. J'ai encore tous mes prénoms sur ma Théodat Zéhout. Pour me souvenir d'où je viens, ne pas oublier mon passé. Mais ça me fait plaisir quand on m'appelle le Raphaël. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, c'est mieux. Faites-moi plaisir. Voilà, Baruch Hashem. Donc on voit en réalité, par rapport à ça, une chose ici qui est extrêmement importante. Qu'à partir du moment où je donne ma confiance, et que je montre qu'un enfant, même dans ses erreurs, même dans ses fautes, même dans ses bêtises, je lui donne ma confiance et je lui dis, fais ton propre choix. Construis ta propre vie. Nous, on t'a montré un chemin. Maintenant, toi, tu peux choisir ton propre chemin. On respecte exactement l'enseignement de Hanor, la Nahar al-Pidarko. Là où on va avec lui, afin qu'il puisse vieillir correctement et devenir quelqu'un de bien. Et après, avec le temps, l'enfant de lui-même, il va évoluer, il va faire les choses qu'il doit faire telles qu'il devrait les faire. Vous comprenez ou pas? Moi, quand j'étais jeune, déjà tout jeune, quand j'étais à Otsar Torah, le Rav et la Dad à Otsar Torah avaient attrapé mon père, avec le Chaim Ejaj, qui était l'officiant tunisien, le Rav Chaim Ejaj, qui aujourd'hui est à Ashdod, que Dieu lui prête une longue vie, une bonne santé, Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans. Ils ont attrapé mon père, ils m'ont dit, ton fils, il est fait pour aller à la yeshiva. Ton fils, il est fait pour le Kodesh. Le Rav Selem,
tous les rabbinim, Rav Bar Shichet pour ceux qui se souviennent, etc., le Rav Journet de ça, ils ont tous dit, Ben Porat Yosef, cet enfant il est fait pour le Kodesh. Mais, Ben Porat Yosef, mon père était tellement dur, il avait tellement peur des fréquentations de Sarcelles, il avait tellement peur que je me détourne du chemin de la Torah des Mitzvot dans lequel j'étais déjà, tellement peur, il était tellement dur, qu'au lieu d'obtenir de moi que je puisse aller à la yeshiva et grandir en Torah comme il faut, il a obtenu qu'à mon jeune âge, je l'ai à droite, à gauche, pour ceux qui m'ont connu à Sarcelles. D'accord, j'ai rien fait de grave, Chas Shalom, je vous rassure tout de suite. Mais c'était un petit peu dur pour moi de m'engager sur un chemin pour accéder au rabbinat et devenir un rav. Alors que si mon père avait su, et il le dit aujourd'hui, si plus tôt j'avais su te faire confiance, tu serais peut-être devenu rabbin beaucoup plus vite. Kol et Tova, Baruch Hashem, avec tout ce que j'ai vécu, ça me permet de mieux aider les gens aujourd'hui. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, qu'on ait la bracha, la tzlacha, que Dieu nous prête à chacun la longue vie, qu'on ait toujours la capacité de prendre les bonnes décisions, toujours considérer son prochain avec amour, toujours avoir un discours d'amour, et que chacun sache faire plaisir à l'autre en permanence, en faisant ce que l'autre attend de nous, c'est-à-dire de nous faire confiance, de nous aimer et de nous respecter. Amen, Kenny Ratson. À très bientôt. Amen, amen.